L'animal dans la bête humaine de Zola. La bête humaine est-elle un oxymore? Puisqu'en effet, on pourrait penser dans toute une tradition que les deux notions ou les deux concepts d'homme et de bête s'opposent à plusieurs niveaux, à plusieurs échelles, non seulement traditionnellement dans l'indistinction du langage qui serait le propre de l'homme ou de la parole plus précisément, ou bien dans le principe du progrès, de la civilisation, de cette capacité qu'a l'être humain, qui le distingue des autres espèces, à évoluer, à faire évoluer notamment son environnement, à créer, innover, et ne pas être dominé uniquement par l'instinct. Donc a priori, on pourrait penser que ces deux notions s'opposent radicalement, et que l'expression la bête humaine serait plutôt un oxymore, ou permettrait d'interroger et de mettre en friction, d'une certaine façon, ces deux instances. Or, nous allons évidemment voir qu'il en est peut-être un peu plus autrement, ou du moins qu'il n'en est peut-être pas le cas, que c'est peut-être plus compliqué que cela chez Zola, de même que nous allons pouvoir nous interroger aussi sur cette organisation et hiérarchie. Le sujet, le titre n'est pas la bête et l'homme, mais la bête humaine. Quel rapport y a-t-il entre ce nom commun et cet adjectif épithète? Y a-t-il une hiérarchie entre les deux, une dépendance de l'un vis-à-vis de l'autre, ou l'idée que l'humain serait une variété finalement de bêtes parmi d'autres? Explorons ainsi la totalité du roman La bête humaine de Zola sous l'angle de l'animal, avec dans un premier temps l'étude, grand 1, d'un monde de bêtes. Or, nous pourrions nous poser la question, pourquoi parler d'animaux dans une intrigue sans animal? Ce qui peut sembler en effet paradoxal. Grand A, le paradoxe d'une omniprésence animale. En lisant le roman La bête humaine, on peut en effet être étonné de remarquer l'absence d'animal important dans l'intrigue. Le héros est Jacques Lantier, ce cheminot conducteur de locomotive. Il est amoureux de Séverine, donc on a une sorte de couple de héros et héroïnes entre Jacques et Séverine. On a un mari, Roubaud, qui progressivement devient un mari encombrant, donc une sorte de trio amoureux. On a un certain nombre de personnages comme Flore, Phasie, Philomène, Péqueux, par exemple, qui gravitent autour de ce duo que sont Jacques et Séverine, ou de ce trio Jacques, Séverine, Roubaud, mais point véritablement d'animal. On a également, à la rigueur, l'univers, bien sûr, des chemins de fer, et la locomotive, la Lison, qui va jouer un rôle évidemment important dans l'histoire. Mais dans cet univers des chemins de fer, nous avons des gares, nous avons des locomotives, des rails, des compartiments, mais aucun animal. De la même façon, on pourrait remarquer qu'il y a très peu d'animaux évoqués dans l'histoire, de façon très indirecte parfois et anecdotique, des poules, des œufs qui sont donnés et qui viennent de poules d'un poulailler, mais c'est vraiment dans l'anecdote de l'histoire. Nous avons à la rigueur les deux chevaux à la fin du roman qui vont bien entendu être utilisés, les deux chevaux de la charrette de Cabuche qui vont participer à l'accident provoqué par Flore, bien entendu, et qui vont mourir de leur rencontre avec la locomotive, mais nous n'avons pas de véritable animal qui jouerait un rôle véritablement important, qu'on pourrait appeler véritablement un personnage dans l'histoire. Or, si l'on lit attentivement le roman, on observe une omniprésence de l'animal, du champ lexical de l'animal ou de l'évocation des animaux. Il y a tout un bestiaire extrêmement riche qui est omniprésent tout au long du roman. Commençons par les personnages secondaires du roman. On peut remarquer que tous les personnages, quasiment tous, à un moment ou à un autre, sont comparés à des animaux. Tout d'abord, on a certains personnages qui sont comparés par leur apparence physique à un animal, soit dans les traits de leur visage ou dans leur démarche. Ainsi,
Philomène, qui comme vous le savez est dans une certaine mesure, on pourrait dire, la deuxième femme de Pékeux, est décrite lors de sa première apparition avec une apparence chevaline. On la décrit tout d'abord comme un personnage extrêmement longiligne, et on décrit sa démarche comme celle d'une cavale maigre et hennissante. De façon un petit peu différente, d'autres personnages sont associés aux animaux par des comparaisons ou des métaphores qui évoquent la similitude entre leur attitude et celle d'un animal. Ainsi, Misar, qui est le mari de Phasie, vous savez, Misar est ce personnage qui va progressivement empoisonner Phasie jusqu'à sa mort au chapitre 10. Or ici, Misar est décrit comme l'insecte qui a mangé le chêne, c'est-à-dire comme l'homme qui a réussi petit à petit à grignoter d'une certaine façon la substance vitale de l'autre personnage, de Phasie, et à la détruire de l'intérieur. La comparaison se veut évidemment explicite pour décrire l'action de Misar sur sa propre femme. Nous avons également d'autres personnages, comme ici Pékeux lui-même, qui est évoqué dans son dévouement de chien, dans sa relation avec Jacques. Ou encore Flore, associée à la louve qui casse les reins au passage par un coup de patte, et qui est évoquée dans son désir au chapitre 10 de détruire le couple d'amants que forment Jacques et Séverine, Flore étant évidemment jalouse de ce couple heureux qui passe toutes les semaines devant chez elle. Enfin, Cabuche est comparé également à une bête. Nous reviendrons sur ce personnage plus longuement un peu plus tard, mais à plusieurs reprises déjà, nous pouvons noter qu'il est souvent comparé à une bête, ici une bête affolée et fidèle, comme au chapitre 11, dans son attitude de dévotion radicale vis-à-vis de Séverine. Se construit ainsi tout un bestiaire zolien, ou tout un bestiaire propre à la bête humaine, qui ponctue le roman et que le lecteur remarque plus ou moins consciemment. Cette omniprésence de l'animal, à mon avis, a deux effets. Le premier est cette omniprésence ou cette présence latente de l'animal dans un univers pourtant extrêmement humain et extrêmement domestiqué, étant donné que nous sommes dans des gares, dans des locomotives, dans des immeubles, dans des maisons. Il y a finalement relativement peu de nature évoquée dans la bête humaine. L'univers semble domestiqué par les hommes, mais comme une sorte de note, vous voyez, en arrière-plan, qui m'est toujours présente, perçue plus ou moins consciemment, on a une sorte de note continue de cette présence animale en arrière-fond, en demi-teinte, qui rappelle cette existence de l'animal et peut-être, comme nous le verrons plus tard, cette proximité entre l'animal et l'homme. Puisque vous voyez qu'à chaque fois que l'animal est évoqué, c'est dans le rapport à un personnage. Il y a donc bien, loin de cette opposition radicale dont nous parlions tout à l'heure de la bête humaine et de cette opposition entre les deux notions, une convergence, un écho, un parallélisme qui se crée et qui est récurrent entre l'homme ici et l'animal. La deuxième chose qui me semble importante, c'est bien entendu que nous sommes dans une œuvre littéraire et que l'utilisation de l'animal en métaphore ou en comparaison, comme ici, est un outil extrêmement efficace pour susciter chez le lecteur des images dans son imaginaire, des connotations qui permettent bien entendu de dire rapidement toute une impression, toute une image, un ensemble de sensations qui permettent de s'adresser au lecteur par-delà une explication rationnelle, explicite, totalement dépliée, si vous voulez, du personnage, mais qui permettent par la suggestion de créer tout un faisceau d'associations. On est dans la suggestion de la comparaison et de la métaphore, on est dans la sollicitation des connotations et de l'imaginaire du lecteur qui va associer à l'insecte
telle ou telle caractéristique, tel ou tel affect, tel ou tel sentiment ou voire sensation, de même que vis-à-vis de la louve. On a la sollicitation de toute une sorte même d'inconscient collectif, finalement, dans l'association entre un personnage comme Flore et ce que peut représenter dans l'imaginaire collectif la figure de la louve, à la fois noble, belle, dangereuse, protectrice, ici destructrice. Donc, bien entendu, on est dans une œuvre littéraire et l'intérêt n'est pas une étude uniquement anatomique, bien entendu, ou rationnelle, mais de travailler sur l'implicite, les suggestions, et bien entendu aussi sur tout ce que le lecteur peut projeter dans sa représentation de tel ou tel animal, dans ce que va lui suggérer cette association, qui va permettre de travailler son imaginaire et de constituer l'imaginaire du roman, cette fiction, de lui donner corps et vie dans l'imaginaire du lecteur, à travers des images, mais également, bien entendu, des sensations, pour dépasser, bien entendu, uniquement une vision rationnelle, si vous voulez, ou intellectuelle de la réalité. Et ici, bien entendu, Zola va rejoindre, on le travaillera à d'autres moments, tout ce qui est de l'utilisation, vous savez, des animaux dans les histoires, dans les contes pour enfants, mais également dans les contes pour adultes, hein, toute cette présence de l'animal et son utilisation dans l'inconscient. De même qu'ici, on a bien entendu tout un jeu, pas uniquement sur l'apparence physique de l'animal, mais sur l'association entre l'apparence physique et des traits que, avec un point de vue anthropomorphique, d'une certaine façon, nous avons tendance à plaquer sur tel ou tel animal. Vous l'observez également chez les personnages principaux du roman. En effet, notamment à travers le personnage féminin de Séverine. Séverine est décrite, tout d'abord, ici au chapitre 5, ses mouvements comme d'un mouvement de caresse instinctive, comme une jolie bête domestique qui remercie et flatte. Elle vient de rencontrer Camille Lamotte, qui vient de l'assurer que son cas sera classé sans suite et que l'affaire n'aura pas d'inconvénient ni pour elle ni pour son mari. Il y a une sorte d'entente tacite des personnages, Camille Lamotte lui faisant comprendre qu'il sait qu'elle est coupable, mais qu'elle ne sera pas embêtée. Et elle a un geste, d'une certaine façon, pour le remercier. Cette comparaison avec une jolie bête domestique, évidemment, permet autant d'évoquer le physique et le geste de Séverine, qu'également son attitude, parfois servile vis-à-vis d'un certain nombre d'hommes, voulant se mettre à leur service d'une certaine façon dans les relations qu'elle peut avoir, ici avec Camille Lamotte, ou à d'autres moments lorsqu'on évoque la relation qu'elle a avec Grand Morin, par exemple. Au chapitre 7, par exemple, elle est également décrite comme un petit oiseau que Flore aimerait bien broyer. Donc, se dégage à travers ces deux comparaisons l'image, bien sûr, d'un être délicat, inoffensif, charmant, bien entendu, et tout à fait docile. Cela peut également évoquer, si vous vous souvenez, nous avions travaillé sur le film La Bête humaine de Renoir, et ce qui me semble intéressant, c'est l'usage notamment d'un petit chat dans La Bête humaine de Renoir, puisque lors de la première apparition de Séverine, Séverine est en train de câliner, elle a dans ses bras un tout petit chat. Et cette image et cette utilisation du chat me semble tout à fait être en écho, vous le voyez ici, avec le personnage de Séverine, cette jolie petite bête domestique, qui est a priori charmante, de même que l'animal du chat associé à Séverine me semble intéressant, car alliant l'ambivalence de Séverine, à la fois d'un personnage et ici donc d'un animal doux, charmant, extrêmement mignon, et d'un animal qui pourrait être dangereux. En effet, Séverine n'est pas toujours décrite comme ce petit animal charmant et domestique, totalement inoffensif, mais ici, par exemple, avec Jacques au chapitre 8, Jacques n'avait pas bougé, inerte, réfléchissant, entre ses bras de femme qui se resserraient à son cou, à ses reins, ainsi que des nœuds de couleuvre vive. On a l'assimilation de la femme avec le serpent, qui devient ici bien plus
inquiétant, menaçant d'une certaine façon, qu'uniquement le petit oiseau ou le petit animal domestique inoffensif. Et ce qui est intéressant, bien entendu, c'est que cette image de la femme associée au serpent est reprise au tout début, si vous vous souvenez, avec cette vieille bague d'or, un serpent d'or à petite tête de rubis, que Grandmorin a donné à Séverine et qui va être la bague, l'origine, hein, l'élément perturbateur, si vous voulez, ou l'origine de la friction entre Roubaud et Séverine, puisque c'est à cause de cette bague, finalement, que Roubaud va s'apercevoir que Séverine lui a menti, et en dévidant le fil de ce mensonge, il va s'apercevoir de la réelle relation entre Séverine et Grandmorin. Donc, bien entendu, cette image du serpent qui revient ici à 2 reprises, comme un décor, un objet, un bijou, et également comme associé à la femme, ne peut, bien entendu, que rappeler également l'épisode de la Genèse et l'association entre le serpent, animal associé dans l'imaginaire collectif comme un animal dangereux et perfide, comme le tentateur, bien entendu, animal répugnant, euh, avec la femme, la tentatrice, mais également la menteuse, celle qui va pousser l'homme à la catastrophe, pardon, comme Jacques va être poussé à tuer Roubaud par Séverine, puisqu'au début, ils vivent leur relation alors que Roubaud vit toujours, et visiblement cela ne le gêne absolument pas, et Jacques n'éprouve pas le besoin d'éliminer Roubaud. C'est plutôt Séverine qui petit à petit ressent une frustration de la présence de son mari et aimerait que son mari soit mort, et va inciter Jacques à tenter de tuer Roubaud. Donc on a bien sûr la femme comme tentatrice perfide qui pousse l'homme au meurtre, qui pousse l'homme à la trahison finalement de la relation, puisque Jacques et Roubaud étaient dans une relation finalement de reconnaissance mutuelle, Roubaud acceptant que Séverine est un amant et n'ayant pas d'animosité vis-à-vis de Jacques, et réciproquement. Donc c'est elle qui amène le mensonge, la dissension et la tentative de meurtre. Donc vous voyez qu'on joue à la fois sur l'évocation dont on parlait tout à l'heure, sur ce que suscite dans les connotations, dans l'imaginaire, dans l'implicite, dans la sensibilité du lecteur, l'évocation des couleuvres vives. Et vous voyez que du coup, cette étreinte de Jacques avec Séverine donne des frissons, devient une étreinte dangereuse, une étreinte plutôt machiavélique et répugnante, alors même qu'on est dans la relation de couple, du corps à corps, mais de la caresse, de la sensualité. Ici, on est dans quelque chose de bien plus dangereux, évoqué par la couleuvre. De même qu'on a aussi, bien entendu, l'utilisation de l'imaginaire collectif et d'un jeu d'évocation, de connotation, d'implicite de Zola, qui, en évoquant le serpent, plusieurs fois associé à la femme et à la faute, ne peut bien entendu que renvoyer à l'épisode de la Genèse. Donc il y a tout un jeu et un réseau, si vous voulez, de complicité qui se crée entre l'auteur et le lecteur à travers la participation à ces références collectives. Le mot couleuvre ou serpent n'existe pas uniquement en soi, mais permet comme une porte d'entrée sur tout un imaginaire et un mélange de connotations, de sentiments, de sensations euh, qui se mêlent à l'évocation de cet animal. De la même façon, Jacques est également plusieurs fois comparé à un animal. Alors je ne vais pas revenir sur toute l'analyse que nous avions faite sur Jacques assimilé à la bête humaine, nous y reviendrons ponctuellement éventuellement, mais ici ce qui m'intéresse, ce sont les occurrences de cette comparaison de Jacques décrit comme un animal. Ici par exemple au chapitre 8, l'instinct l'avait ramené là, c'est-à-dire à son logis, ainsi qu'un chien fourbu qui se traîne à sa niche. Ou un autre exemple au chapitre 11, Jacques s'étonna, il vient de tuer Séverine, il entendait un ronflement de bête, grognement de sanglier, rugissement de lion, et il se tranquillisa, c'était lui qui soufflait. Donc vous voyez que dans ces 2 exemples, on retrouve cette tendance à décrire les personnages en les assimilant par des comparaisons à un animal pour mieux donner l'image
de leur attitude, de leur relation, hein, on est toujours dans la même analyse. De même, bien entendu, quand dans le deuxième exemple, on a cette présence de la bête et de la bête puissante et destructrice chez Jacques. Nous aurons l'occasion évidemment d'y revenir un petit peu plus tard. Donc, on a bien entendu cette omniprésence ici de la description animale pour associer continuellement, comme un leitmotiv finalement, tous les personnages à un animal.